Eh bien, nous étions en train d'évoquer donc la vaccination qui va reprendre en Allemagne, en Espagne, en Italie avec le vaccin AstraZeneca, vaccin au cœur de la polémique ces derniers moments avant la pause. C'était donc Louis Kamako qui avait la parole. Exactement. Et je disais tantôt que qu'on soit inoculé avec le vaccin AstraZeneca, Pfizer ou autre, je ne sais quoi, les effets secondaires, ça existera, il y en aura toujours. Maintenant, aujourd'hui, quand on fait le bilan, quand on constate que ceux qui présentent aujourd'hui ces effets secondaires, le nombre est tellement minime comparativement à ceux qui n'en présentent pas, je pense qu'il faut plutôt aller de l'avant, continuer à travailler sur l'efficacité de ce vaccin. Et puis ce qu'il y a lieu de souligner, c'est que je ne suis pas médecin et je pourrais même me faire taper sur les doigts si je le dis, mais je vais oser quand même. Dire quand même. C'est que le vaccin, quand il produit des effets dans ton organisme, c'est ce qui le rend, selon moi, efficace. Parce que si ce n'est pas efficace, on peut te l'injecter et que tu ne sentiras rien. Donc pour moi, aujourd'hui, tout ce boucan autour d'AstraZeneca n'est qu'une guerre de communication, une guerre de film. J'aimais la dire qu'aujourd'hui, la Grande-Bretagne qui fabrique ces vaccins n'est plus membre de l'Union européenne. Donc je pense qu'au-delà de tout, il y a aussi l'enjeu économique qui est mis en ébranle. Donc aujourd'hui, tout le monde veut que son vaccin soit vendu pour redresser son économie qui a été totalement déracinée et terrassée par la crise à coronavirus. Parce que les prix des vaccins, ça coûte. Pour une pandémie qui a failli à un moment donné arrêter tout le monde entier, ces prix valent plus que les yeux de la tête. Donc je pense qu'aujourd'hui, le pays qui aura beaucoup commercialisé son vaccin est déjà bien parti pour redorer l'image de son économie. Donc c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Non, moi je voudrais réagir à ce que mon confrère dit, parce que je crois qu'il faut serrer de près le raisonnement pour dire que l'Union européenne avait beaucoup investi dans la production de ce vaccin-là. Lorsqu'on dit par exemple qu'aujourd'hui la Grande-Bretagne ne fait plus partie de l'Union européenne, comme quoi on peut lui livrer une guerre, et que justement parce que le vaccin fabriqué en Grande-Bretagne, que les Européens, les autres pays européens seraient tentés de lui faire une mauvaise communication, de telle sorte on ne fait que sur ce seul vaccin. Oui, c'est parce que ce qu'il faut constater aujourd'hui, que c'est le vaccin le plus communément, ou bien immensément distribué aujourd'hui. Lorsque vous prenez pas les pays africains, lorsque vous prenez même les pays européens, aujourd'hui, c'est AstraZeneca là, qui est le vaccin qui est le plus distribué. Et vous comprenez quand même que du moment où cela est distribué sur un plan à une très grande échelle, à une échelle mondiale, il y a de quoi être prudent, doublement prudent. Mais lier le fait de cette suspicion-là à ce que la Grande-Bretagne ne fait pas partie de l'Union européenne, qu'on serait tenté de lui faire de la mauvaise com. Je crois qu'il y a ce pas être vite franchi, parce qu'il faut quand même faire remarquer que la suspicion est fondée sur un fait précis, c'est que les effets, il y en aura toujours, comme on le dit, il y en aura toujours, quel que soit le vaccin. Mais ici, il faut plutôt mettre en exergue les effets mortels. Lorsque l'effet est mortel, je crois que ça pose problème. Si l'effet est mineur, si l'effet est de telle sorte que ceux qui en sont exposés n'en meurent pas, je crois que le problème ne se pose pas. Mais ici, c'est que celui qui meurt, il ne revient pas à la vie. Donc, il y a de quoi se poser des questions. Cela ne veut pas dire que ce vaccin-là n'est pas efficace. Mais ce qui pose problème, c'est l'effet mortel. Et quand on parle d'effet mortel, on touche à un fait précis, scientifiquement vérifiable. Je crois que l'autre professeur dont on parle tout à l'heure, qui dit que c'est parce qu'il y a une surproduction, le vaccin l'a fait en sorte qu'il y a une surproduction d'anticorps et que c'est cette surproduction qui est à l'origine de cet effet mortel-là. Je crois qu'il faut creuser cette piste-là pour aller davantage pour travailler davantage sur l'efficacité de ce vaccin-là et minimiser cet effet-là qui ne soit plus mortel, peut-être, qui ne soit pas mortel, mais qui peut être un effet dans le même ordre que ceux des autres vaccins ou bien des vaccins classiques. Je crois que c'est l'effet mortel qui est en jeu, parce que même si c'est 0,1%,
je crois, ceux qui peuvent se retrouver dans ces 0,1% là, ce sont ceux-là qui ont un problème. Ça peut être n'importe qui, ça peut être un tel président, ça peut être un tel ministre, ça peut être un citoyen Parce que lambda. j'imagine, par exemple, je crois que ces qu'il y a personnes, surtout, qui étaient très bien portantes, qui Voilà. ont En fait Italie, ces effets, on a même dû peut-être les rassurer avant qu'ils se fassent vacciner. On leur a dit Voilà. qu'il ne se passerait rien, et pourtant... Voilà, donc je crois que ceux qui sont les promoteurs de ce vaccin-là ont un souci à se faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a ces effets mortels. Maintenant, il faut qu'ils travaillent davantage. Et ce sur quoi je voudrais attirer aussi l'attention, c'est que généralement, pour ces vaccins-là, on énumère les effets secondaires. Mais pour ce coup-ci, on ne nous a pas parlé des effets secondaires. Mais si on a connaissance de ces effets-là avant d'aller à la vaccination, je crois que peut-être que ça peut peut-être nous prémunir contre ces effets-là. C'est qu'on est surpris. C'est cette surprise-là qui fait que les gens reculent. Et ceux qui reculent, il ne faut pas balayer leurs soucis d'un revers de main, mais plutôt exhorter les promoteurs de ce vaccin-là à travailler davantage pour minimiser les effets mortels, pour que ce soit des effets ordinaires comme on en trouve avec les autres vaccins classiques. Pour les pays, sur la plupart des pays africains, c'est le vaccin AstraZeneca qu'ils ont reçu. Pour ces pays qui ont choisi de continuer la vaccination malgré la polémique qui était née, finalement, on leur donne raison. Oui, en fait, c'est même la seconde preuve qu'il s'agit d'une guerre politique et économique, ce qui se passe au sein de l'Europe actuellement. Vous savez, ce que les scientifiques disent n'est pas forcément parole d'évangile. On a connu des théories scientifiques sur le masque comme on ne peut pas imaginer. On disait, il faut le porter pour protéger les autres. Et tout ça, après, on avait dit qu'il y avait des problèmes de masque, on disait le masque peut être utilisé dans quel cas, dans tout ça. Donc, il y a eu assez de théories qui n'étaient pas vraies, mais qui sont utilisées, médiatisées, pour convaincre, parce que c'est des gens de science qui le disent. Alors ici, l'Afrique utilise ce vaccin-là. Aucun cas jusqu'ici n'a été révélé en Afrique. Les États-Unis utilisent largement ce vaccin-là. Et bien avant certains pays européens, il n'y a pas eu ces cas-là. Voilà que, comme il y a évolution dans la fabrication, que d'autres laboratoires s'apprêtent à sortir leur vaccin, il faut casser celui-là qui a le vent en poupe pour le diaboliser et que les autres qui sortiront donc prennent. Maintenant, ce qui est assez grave, c'est que ces mêmes pays-là, en moins de 24 heures, il y a l'agence européenne qui sort son avis hier et ils reprennent directement aujourd'hui. Oui. Mais s'ils étaient aussi inquiets que ce vaccin était si mortel, ils ne vont pas reprendre directement. Donc, on se dise la vérité. Donc, non, c'est qu'on peut aussi dire qu'ils n'ont pas une solution oui, en fait, la mettre. Donc, ils ont d'autres vaccins. Ils ont d'autres vaccins. Mais dont les conditions de conservation ne sont pas... Voilà. Bon, ils peuvent le dire comme ça, mais ils peuvent, comme on dit, ils peuvent financer pour produire ces autres vaccins qu'ils estiment. Donc, les cas mortels, là, ce n'est pas des effets secondaires. C'est autre chose. Les effets secondaires sont connus. Ici, les médecins vous disent, vous pouvez peut-être avoir des douleurs, des brûlures. Là, on vous a vacciné, vous pouvez faire un peu la fièvre, les couvertures, un peu tout ça. Certains sont allés un peu loin pour dire qu'ils ont eu la libido un peu plus renforcée, tout ça. Bon, ça, c'est les effets secondaires. Mais les effets mortels, s'il y en avait, même l'OMS allait attirer l'attention des utilisateurs. Donc, c'est un vaccin qui est validé par l'OMS, qui est l'autorité mondiale en matière de santé et qui veille à ce que on apporte aux populations comme médicaments donc soit efficace. Et aujourd'hui, moi, c'est la rapidité avec laquelle ces mêmes pays qui incriminaient un vaccin ont repris ce vaccin. Moi, qui me fait croire qu'effectivement, il n'en était rien, parce que le doute ne peut pas se dissiper en moins de 24 heures, et que d'autres pays qui traînaient le pas aussi annoncent déjà la semaine prochaine la reprise. Maintenant, c'est possible qu'il y ait un problème avec ce vaccin, mais ce n'est pas celui-là. Et puis, il y a eu des scientifiques aussi qui sont sortis pour dire qu'il n'y a pas de lien direct entre la vaccination et ces cas-là constatés. Donc, ce n'est pas aussi sûr que c'est parce qu'on a vacciné, parce que c'est une maladie aussi qui existe, la coagulation du sang, ça existe.
Donc, il n'y a pas un lien direct entre la vaccination et ces cas de décès. Donc, Mais ce qu'a fait l'université de Norvège que j'ai cité montre directement que c'est lié au vaccin qui est utilisé. Parce oui, que mais c'est eux qui le disent. Ouais, ils disent que c'est Ouais, la surproduction de toute d'anticorps façon, qui je est voudrais à la peut-être- base je veux de- dire. C'est de des ça. thèses en construction. Hein. Ces thèses-là, ces différentes thèses-là, ce Mais- sont des thèses en même- construction même, il y a qui une ne sont thèse- pas fondées il y a sur une des thèse données vraiment en Russie. scientifiques fiables. Il y a une thèse en Russie, Donc, même une plus, thèse plus, peut en plus, contredire, développée, qui décrit même les effets secondaires. Et Mm. ils font le vaccin et ils en ajoutent après l'aspirine, je pense, pour Ouais. soigner les gens. Et il y a un vaccin, le vaccin russe, dont on ne parle même pas. Aujourd'hui, l'Allemagne est en train de demander à l'Europe de Bien l'adopter. entendu. Pourquoi les Européens n'ont pas adopté ce vaccin? C'est parce qu'ils ont des problèmes avec les Russes. Même l'OMS n'a pas homologué ce vaccin, mais il y a plus de 50 pays dans le monde qui l'utilisent déjà avec satisfaction. Et ce vaccin, c'est une guerre politique et économique. Mais ils savent, les Allemands, depuis près d'un mois déjà, réclament le vaccin russe. Mais pourquoi il n'est pas encore disponible en Europe? Je crois que c'est une guerre politique, gémonique, économique et tout ce qu'on dit. Mais ce qui fait qu'on laisse de côté l'efficacité des produits. Et c'est là où je pense que les scientifiques aussi devraient se départir des influences politiques pour nous dire la vérité sur la qualité de ces produits-là. Oui, Oui. je pense que si on veut questionner le passé récent, nous allons nous rendre compte que l'Afrique du Sud fait partie des pays, des premiers pays qui ont suspendu la vaccination avec l'AstraZeneca. Et à l'époque, Ils ont évoqué un problème avec le variant le variant sud-africain. sud-africain, voilà, il disait que ça ne répond pas en fait aux défis ou bien aux problèmes causés par le variant sud-africain. Et donc, nous aussi, à l'époque, on posait la question, juste puisque le Togo faisait partie de l'initiative COVAS, l'initiative COVAS qui lui a permis d'avoir justement ces vaccins-là aux côtés de 17 autres pays africains. Donc, on se posait la question, est-ce qu'il va falloir recourir à ce vaccin AstraZeneca ou bien peut-être au vaccin russe, parce qu'un temps, on a vu le diplomate togolais Robert Doucet qui était là-bas en Russie. Et est-ce qu'il faut forcément ce vaccin-là ou bien est-ce qu'il faut finalement se rabattre sur le vaccin russe? Donc, et subitement, on a été surpris que la question du variant britannique a été laissée de côté et que beaucoup de pays ont affirmé ou bien ont allégué que le vaccin présente des cailloux sanguins et qui aggrave justement la santé de pas mal de patients. C'est pour ça que je dis qu'il y a tout un imbroglio qui, justement, entoure cette histoire de vaccin. De jour au jour, il y a des expertises, il y a des contre-expertises qui se font. Et donc, tout le monde essaie de tirer le drap de son côté. On ne sait pas qui dit la vérité et qui ne le dit pas. Mais derrière, quand on en analyse, et ça, je ne le dirai jamais assez, il y a une question, il y a ce qu'on appelle la concurrence déloyale parce que tout le monde veut positionner son vaccin. Plus on le fait, plus on donne raison à la population qui se montre déjà très réticente face à ce vaccin, face à cette campagne de vaccination, jusqu'à ce qu'ailleurs, les gens sont obligés de transgresser les règles, les codes éthiques de la santé. Ils sont même en train de vouloir menacer les gens à aller se faire vacciner. Je pense qu'en le faisant ici, on ne résout pas la crise, mais on est en train de se baigner dans le saupoudrage. D'accord. Passons maintenant au sujet suivant, c'est la Côte d'Ivoire. Nous allons parler d'Ahmed Bakayoko avec une question. N'aurait-il pas été à la hauteur s'il avait été candidat en 2020? Ahmed Bakayoko, qui est donc l'ancien Premier ministre ivoirien, conduit à sa dernière demeure ce vendredi même, vendredi 19 mars. La cérémonie d'inhumation a eu lieu donc en fin de matinée à Abidjan devant une immense foule. Il a reçu donc dernière prière à la mosquée d'Abidjan avant d'être conduit à la mosquée donc de son village, pardon, à Séguila, avant d'être conduit dans le caveau familial. C'est beaucoup d'émotions, hein, Germain Pouli, qui entoure ces derniers moments, ces derniers hommages rendus à Ahmed Bakayoko. Oui, tout à fait. C'est toute une communauté, à la fois nationale et internationale, qui s'est mobilisée pour ces obsèques-là. Ce qui montre un peu ce que cet homme représentait, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais également pour l'Afrique. C'est un homme politique, c'est vrai, mais c'est un homme de culture, beaucoup plus. Et
Et on a vu un peu le nombre de grosses peintures, de stars, du showbiz, et même qu'il a drainé là-bas, hein, donc dans la capitale ivoirienne. Et on se rappelle ce concert-là de veillée qui a eu lieu donc au stade. Il y avait assez de monde, il y avait assez d'émotions. Et les hommes politiques aussi qui ont fait le déplacement. Donc c'est une perte, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour la culture africaine aussi. Et il est parti très tôt, alors qu'on lui prêtait un bel avenir sur le plan politique. Alors justement, Germain le dit, on lui prêtait un bel avenir sur le plan politique. Si on retourne un peu en arrière en 2020, au moment où Alassane Ouattara avait eu besoin d'un dauphin, est-ce qu'Ahmed Bakayoko n'avait pas le profil? Non, je crois que le problème que le président Ouattara avait à l'époque, c'est un problème justement d'identité de la personne qu'il fallait pousser en avant. Parce que vous savez, il y a une querelle de clan, sinon une querelle de palais, qui fait que le clan du président partait en lambeaux. Il fallait presser, il fallait réagir à ça. Je crois que le président se disait que ben voilà, il avait choisi quelqu'un et cela a provoqué des défections dans le rang. Si choisissait un autre, il va encore créer d'autres personnes qui vont réagir par susceptibilité. Il vaudrait mieux arrêter là l'hémorragie. Ce n'est pas que celui-là ne faisait pas l'unanimité. Il avait quand même de la carrure face à cette tâche-là, à cette ambition de devenir président de la République, mais seulement c'est les querelles de clan, les tranchées qui traversaient ce parti-là, ce qui fait que on ne pouvait plus aller à ce hasard en présentant quelqu'un d'autre qui ne soit pas le président lui-même. Je crois qu'il a voulu arrêter l'hémorragie parce que son camp était saigné et il va plus risquer en prenant quelqu'un d'autre et qui va susciter de la convoitise d'autres leaders de ce même parti-là. Je crois qu'il avait plutôt opté pour une solution qui fasse revenir la calmie dans son camp. Je crois que ce n'est pas l'identité ou bien la capacité de Ahmed Bakayoko qui était en jeu, mais plutôt le fait qu'en choisissant d'autres partaient parce que ce ne sont pas eux qu'on a choisi, etc. Je crois que c'était plutôt le problème à l'époque et non le problème de la capacité d'Ahmed Bakayoko. Sa capacité n'était pas, à mon sens, en jeu, mais seulement lorsqu'il y avait tellement de dents à serrer autour de la personne du président qu'il vaudrait mieux en arrêter là et la recherche d'un leader qu'on peut pousser devant. Et c'est pour cela que lui-même il s'est mis dans la danse pour fermer le caquet à tous ces gens-là qui avaient les crocs levés, qui voudraient être président. Je crois que le problème était plutôt à ce niveau-là. Non, le problème, à mon sens, n'était pas dans la capacité ou l'incapacité d'Ahmed Bakayoko, mais il voudrait prendre quelqu'un qui fasse l'unanimité. Et celui qui pouvait faire l'unanimité plus que d'autres, c'est le président seul, parce que ces personnalités-là, c'est lui qui les avait construites, c'est lui qui les avait suscitées, c'est lui le père de tous ces seconds couteaux-là. Il vaudrait mieux que ce soit lui-même qui se porte devant le combat que quelqu'un d'autre qui provoquerait encore le schisme dans son parti. Est-ce que Ahmed Bakayoko lui-même, on parlera donc de lui désormais au passé, est-ce qu'il pensait chaque matin qu'il se rasait à ce poste de président de la République ivoirienne? Oh, moi, je ne saurais le dire. Je ne saurais répondre à cette question, à moins que je sois dans le secret des dieux. Mais quand vous voyez je pose la question au regard de l'ascension qu'il prenait, est-ce que c'est un poste qu'il pouvait se dire, bon, ça ne m'intéresse pas, puis Premier ministre, c'est bon? Mais c'est-à-dire que ce qu'on peut dire, c'est-à-dire quand vous prenez le pédigré de cet homme que beaucoup d'Ivoiriens tentent d'appeler Golden Boy, je crois que c'est quelqu'un qui est arrivé à réussir sa vie grâce au travail bien fait et à l'intelligence surtout. C'est-à-dire qu'il est ambitieux, il est innovant, il est ingénieux, ça tout le monde le dit. Il a déjà fait ce que nous sommes en train de faire ici. Il a été journaliste, directeur d'une radio, directeur d'une presse privée. Il a d'ailleurs commencé par là. Voilà.
malgré sa formation qui n'a rien à voir avec la littérature, parce qu'on rappelle que le monsieur, il a fait la des fac études de médecine, donc de c'est... deuxième année, et puis Voilà, ça veut dire que c'est une touche à tout. Et quand vous avez cette capacité, quand vous avez cette compétence-là, je pense qu'on rêve gros. Maintenant, ministre de l'Intérieur, il a été ministre de la Défense, ministre de la de la communication. communication et des TIC. Donc, je pense qu'il a tout fait. Et pour un homme politique, pour tout homme politique, je pense qu'il devait brûler cette envie-là d'être président de la Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est ce que tout le monde d'abord a compris, surtout quand il a remplacé Gon Coulibaly, ou à l'époque où Alassane Ouattara disait qu'il veut transférer le pouvoir à la jeune génération. Donc pour beaucoup d'Ivoiriens et beaucoup d'Africains d'ailleurs qui connaissent bien la Côte d'Ivoire, on voyait déjà Ahmed Bakayoko en fait à la tête de la République, en fait à la Côte d'Ivoire. de la Côte d'Ivoire. Maintenant, comme Chris le disait, est-ce qu'aujourd'hui, Alassane Ouattara même a envie de céder vraiment ou bien d'avoir vraiment un successeur? Est-ce qu'il nourrit pas l'envie de se faire représenter pour un 3e, 4e mandat? Parce que il a dit tout récemment qu'en 2025, ce sera fini. Oui, il on avait attend déjà 2000. dit qu'en On attend 2020, ce serait fini. Mais je pense que malheureusement, on reviendra sur ces mêmes déclarations ici à la fin de son mandat. On connaît la réalité en Afrique, c'est-à-dire quand vous êtes des pays presque frontaliers et qu'ailleurs, les gens sont avides du pouvoir et que vous-même, vous tentez de vous donner de petits sobriquets. Quand vous appelez certains des jeunes doyens, c'est en quelque sorte le défi que les gens sont en train de se lancer. Tout le monde se dit, mais c'est une course effrénée pour le pouvoir. Tout le monde se dit, mais je ferai plus d'années à la tête de mon pays plus que toi. Malheureusement, c'est de ça qu'il s'agit. Sinon, comme je le disais, Ahmad Bakayoko était l'homme providentiel pour la présidente de la Côte d'Ivoire. Même question, Germain Pouli. C'était une ambition qu'il ne dédaignait pas? Non, il ne peut pas ne pas avoir cette ambition-là. Parce que un conquérant, c'est quelqu'un qui veut grandir sur tous les plans. Donc, sur le plan politique, après une telle ascension, on a oublié de dire qu'il était député maire aussi. Oui, maire d'Abobo. Maire d'Abobo, député de Séguéla. C'est tout à fait normal qu'il aspire un jour à être au moins président de l'Assemblée nationale ou au plus, de façon normale, président de la République. Je pense aussi que plusieurs Ivoiriens voyaient en lui le dauphin de Alassane Ouattara, quand subitement le feu Amadou Gon Coulibaly qui a été choisi, ce qui contrastait avec le propos du président Ouattara lui-même, qui avait dit à l'époque qu'il allait s'entendre avec le président Bédié pour l'émergence d'une classe politique plus jeune, des leaders jeunes, comme le président Macron, comme le chancelier autrichien et un certain nombre de jeunes dirigeants qu'il a mentionnés donc, dans ce discours-là. Donc on a été surpris quand même qu'ils prennent comme jeune quelqu'un qui avait plus de 60 ans. Donc à l'époque, ce n'est plus un jeune. Et ça a été une petite déception. Je pense qu'il a compris et il s'est rattrapé finalement en nommant Ahmed Bakayoko Premier ministre chargé de l'organisation donc de cette élection du 31 juillet à laquelle il était candidat. Et donc il est passé. Ça a été une petite déception, mais Ahmed Bakayoko, je crois que fidèle à Alassane Ouattara, il se dit qu'il faut toujours servir et attendre son heure. Donc, le fait d'être déjà Premier ministre est une grande promotion pour lui. Ça lui permet d'être un peu au-devant de la gestion des affaires publiques. Et probablement que s'il était vivant, il attendrait la fin du mandat de Ouattara, donc en 2026, je pense, pour espérer être candidat. Si d'aventure, Alassane Ouattara ne fait pas comme Alpha Condé donc, pour être candidat. Donc c'est un peu dommage qu'il soit parti très tôt alors qu'il avait beaucoup à donner encore à la Côte d'Ivoire. Ces détracteurs pourraient peut-être être en train de se dire, puisque aujourd'hui il est inhumé, que bon,
De toute façon, si on l'avait choisi, un an après, il ne serait plus là. Si on l'avait choisi, Comme de toute façon, ces gens-là, ils font la fine gueule. Je crois que qui pouvait prédire qu'il ne serait pas là un an après? Parce que c'est un coup de destin. Je crois que oui, à un moment donné, moi-même, j'avais pensé que, est-ce que le président Ouattara, lorsqu'il n'avait pas voulu le choisir pour prendre sa succession, n'avait pas déjà une certaine idée de l'état de santé de Bakayoko? Parce que, vous savez, c'est maintenant, nous, on n'est pas très proche de celui-là. Donc, du coup, lorsqu'il est mort de façon subite comme ça, on a tendance à croire que il n'avait pas des ennuis de santé. Mais parfois, vous savez, des gens comme ça, ils peuvent avoir ces ennuis de santé, mais vous savez que les personnalités sur ces tropiques cachent très bien leur jeu, surtout lorsqu'ils ont des ennuis de santé, ils ne veulent pas que cela se sache, parce que surtout quand vous êtes président, ça fait chanter les casernes, la muse des casernes, comme quoi, lorsque vous êtes brinque-ballant, vous dites que vous avez tel ennui de santé, les gens peuvent se découvrir un talent de remplaçant, un talent pour vous remplacer, ce qui fait que généralement les personnalités qui sont aux affaires en Afrique cachent. Je crois même qu'ailleurs aussi, même en Europe, en France, on avait vécu le cas avec Mitterrand, on avait vécu le cas avec Chirac qui cachait déjà un certain des problèmes, des ennuis de santé. Bon, donc je me disais que est-ce que les ennuis de santé de Bakayoko, le président Ouattara, n'était pas au courant? Parce que finalement, il lui a rendu visite alors qu'il était sur son lit de malade en France. Il était finalement désespéré. Il n'a pas attendu que le Bakayoko meure pour lui trouver un remplaçant, pour trouver quelqu'un qui assume l'intérim. C'est quand il était allé, il a vu son état, il s'est dit que celui-là, il partait, et tout de suite, voilà, il a atteint un point de non-retour. Tout de suite, il a désigné quelqu'un pour assumer l'intérim. Maintenant, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me dire que est-ce qu'il n'avait pas déjà une certaine idée de son état de santé, sinon il aurait pu quand même le désigner. Et là, je disais que c'est peut-être parce qu'il ne voudrait pas augmenter les susceptibilités en le désignant pour faire partie d'autres, parce qu'il y avait cette scission-là était déjà dans les airs, les gens partaient, son camp était saigné. Mais je me pose aussi la question de savoir s'il n'avait pas une certaine idée de l'état de santé qui ferait qu'il n'avait pas désigné. C'est pour répondre à la question, comme quoi, s'il avait désigné peut-être un an après, il savait qu'il est atteint d'un mal incurable. La grande pause tout de suite, et puis nous revenons après le journal.